Palworld a un jeu de survie développé par le studio japonais Pocket Pair. L'aventure prend place dans un monde ouvert peuplé de créatures appelées pals, que le joueur peut combattre et capturer pour les réduire en esclavage et les forcer à suer nuit et jour dans la construction d'une base. C'est sorti le 19 janvier sur PC et Xbox. Le jeu peut être joué en solo ou bien sur des serveurs pouvant héberger jusqu'à 32 joueurs. Si vous en aviez entendu parler avant sa sortie, c'était sûrement via la catchphrase « Pokémon ». Mais avec des guns. Car oui, ici vous pourrez équiper vos adorables pals d'armes à feu pour les envoyer massacrer vos ennemis. Ça avez vu comme ils sont mimi? Oh, et si vous êtes à court de bouffe, vous pouvez bouffer les mimi. Univers impitoyable. Le jeu a rencontré un franc succès, genre on parle tout de même de 5 millions de joueurs en 3 jours. Et ici, on parle de joueurs, puisque le jeu est disponible sur Steam pour 26 € en offre de lancement, mais est aussi disponible via le Game Pass. On notera tout de même un pic de joueurs simultanés sur Steam à 2 018 905, le mettant juste après PUBG dans le top du plus grand nombre de joueurs simultanés sur un jeu Steam payant. Mais du coup, qu'est-ce que donc? Pourquoi le jeu a-t-il rencontré un tel succès et pourquoi il s'en prend plein la tronche sur Twitter en même temps? De nombreux utilisateurs relèvent des designs très proches de certains Pokémon, et un gameplay et une interface similaires à Arc. Le tout couplé à un jeu essentiellement composé d'assets du marketplace. À ça, on ajoute des tweets indiquant que le PDG du studio aime pas mal l'IA, et des contenus étrangement familiers venant d'autres jeux à eux. De quoi bien enflammer les internets. Puisque beaucoup de critiques se concentrent sur le plagiat, ce serait bien de commencer par définir ce que c'est. Plagiat. Acte de quelqu'un qui, dans le domaine artistique ou littéraire, donne pour sien ce qu'il a pris à l'œuvre d'un autre. Donc, théoriquement, si vous avez créé une œuvre assez distincte des autres pour qu'elle soit reconnaissable, et que quelqu'un l'imite sans vous créditer ou obtenir votre accord préalable, on pourrait tomber dans du plagiat. Mais où pose-t-on la limite entre le plagiat, la parodie et l'hommage? Si je trace un trait bleu sur fond blanc, est-ce que je peux m'offusquer quand je revois un trait bleu sur fond blanc ailleurs? J'ai jamais dit que la vidéo du jour serait simple, hein. Moi j'ai déjà mal au crâne. En termes juridiques, quand on parle de plagiat, on parle souvent de contrefaçon, ce qui est un concept moderne. Si on prend en exemple les peintures, du temps où Internet n'existait pas, on n'avait pas de moyen de répandre la portée d'une œuvre autrement qu'en la reproduisant. Les quelques procès pour plagiat connus avant l'époque romantique se soldaient pour la plupart par un jugement clément. Et leur auteur était finalement davantage admiré pour son habileté que réprouvé pour son acte frauduleux. La copie en elle-même, qui se trouve à la base du plagiat, était même une activité valorisée. Elle était considérée comme nécessaire puisqu'elle satisfaisait à la fois à une fonction de diffusion et à une fonction d'apprentissage. De même, aujourd'hui, si un artiste reposte son interprétation d'une autre œuvre dans son propre style sans se cacher de son inspiration, on ne lui en tient certainement pas rigueur. Dans d'autres œuvres, on qualifie ça d'hommage ou de référence. Dans Elden Ring par exemple, on peut retrouver pas mal de références à Berserk. Ici aussi, personne ne hurle au plagiat. Au contraire, on se dit en les voyant que les créateurs devaient être de vrais fans, et que c'est leur façon à eux de rendre hommage à une œuvre qui leur importe. Dans d'autres encore, ce sont des parodies. Sherlock Holmes est un personnage extrêmement populaire et est vu comme l'incarnation même du détective de base. Pourtant, Sherlock ne relève pas du domaine public. Enfin, pas exactement, mais pour l'exemple, on va dire que non. C'est comme ça qu'on a eu le droit à un Sherlock Holmes qu'il représente sans aucune once de doute. Là où ça commence habituellement à gêner, c'est quand la copie paraît évidente et utilisée dans un projet rémunéré et nie toute copie. Dans notre exemple du jour Palworld, c'est surtout le design des pals qui soulève des questions. Et personne ne sera dupe, les pals n'ont pas été lourdement inspirés des Pokémon par un souci d'économie de temps. C'est clairement un coup de pub voulu par le studio pour se démarquer de la concurrence. Tabasser des animaux et les exploiter dans des usines, ça déplacera pas des foules. Prendre des Pokémon en revanche, pour les représenter d'une façon que Nintendo n'accepterait jamais, bam! Pokémon, mais avec des guns. Vous avez votre catchphrase et vous devenez viral, tout bénef. Mais est-ce que Palworld a vraiment recopié les Pokémon? Pour tous ceux qui font des listes comparatives, en mettant en même temps d'autres mobs de Dragon Quest ou Yokai Watch, c'est pas vraiment un argument. Genre, le mouton là? Bah c'est un mouton. La chauve-souris? On peut faire toute l'encyclopédie des animaux si vous voulez, mais on va être là un moment, hein. Autre gros point d'inspiration à prendre en compte, ce sont les légendes et mythes. Studio japonais oblige, pas mal de designs de créatures proviennent de vieilles légendes asiatiques. Donc, pourquoi est-ce qu'on a vu les pals et nos cerveaux de primates ont directement connecté les neurones Pokémon? Déjà, il y a le style artistique. Si vous prenez des mobs de chez Dragon Quest, au style du dessin, vous devinez de quel univers ça vient. Côté pal, on a 100% repris la DA Pokémon. D'où cette impression de Pokémon fait par des fans. Mais reprendre un style artistique, c'est pas suffisant pour crier au plagiat. Avoir des mobs similaires, c'est pas suffisant non plus. Sinon, on n'aurait aucun Pokémon-like, voyons. Bon, les modèles 3D quasi identiques, les gars, c'est un peu osé quand même. À noter ici encore que pour qu'on puisse réellement en tirer quelque chose, faut que la copie soit évidente pour tous. C'est à Nintendo de prouver qu'il s'agit d'une copie, et non d'une simple inspiration. Il doit s'agir d'une copie évidente. Vous regardez une image et vous regardez l'autre à côté. L'industrie serait morte il y a des années si on n'avait pas été autorisé à s'inspirer. On peut pas avoir le monopole d'un certain style d'art. Il faut littéralement copier.
Argument assez simple par contre, s'ils avaient copié les Pokémon, Nintendo leur aurait déjà collé un procès au cul. Nintendo rigole rarement avec ses propriétés intellectuelles après tout. Vous vous souvenez de Pokémon Uranium? Ouais, ils ont pas fait long feu. Bon, après, les gars ont pas été futés, ils avaient Pokémon dans le titre, c'était plutôt cramé. Peut-être que Nintendo a envoyé ses avocats pour demander à Palworld de changer ses designs. Mais franchement, j'en doute. Le PDG de Pocket Pair était tout fier d'expliquer qu'ils avaient scrupuleusement étudié les lois avec son équipe légale pour ne jamais se retrouver dans un cas qui les mettrait en tort. Passo le bougre. Prenez le cas du mode Pokémon qui a ajouté des designs reconnaissables de la série, et là, l'armée d'avocats a très rapidement fait pression. Notez tout de même que le gars faisait payer le D-Mod. Pas très judicieux. Bon, ok. Le lendemain de mon enregistrement, Nintendo a finalement publié un communiqué indiquant que, bien entendu, ils avaient accordé aucune autorisation à Palworld et qu'ils allaient enquêter et prendre les mesures appropriées. J'espère que côté PAL, ils ont d'autres designs d'urgence sous le coude. Du coup, il me vient une question. Est-ce qu'on a déjà eu un procès pour plagiat dans le monde du jeu vidéo? Généralement, côté Nintendo, recevoir des mails de la part des avocats suffit à faire flipper et retirer toute œuvre inspirée. Après quelques recherches sur le net, j'ai trouvé que des cas datant d'avant les années 2000. Pour ce qui est de copier un autre jeu et partir régler ça au tribunal. Genre, vous saviez qu'Atari avait été menacé de procès pour Pong parce qu'on les accusait d'avoir copié une démo? Bah moi je savais pas. Mais ils ont préféré éviter le procès en réglant les choses à l'amiable. Je trouve aucun cas récent, donc je me demande si de nos jours, on règle pas tout en s'envoyant directement ses avocats pour éviter de faire scandale dans les médias. Mais si vous avez des cas concrets, donnez-moi les noms, je suis intéressée. Enfin, sans aller jusqu'à saisir la justice, on a tout de même une certaine éthique qui devrait faire réagir. Quand on copie des designs, c'est pas forcément le gros studio derrière qu'on emmerde. Je pense que Nintendo se fout pas mal que vous fassiez un mob similaire à la Tias dans votre petit jeu indé. C'est plutôt l'artiste à l'origine du design qui pourrait en prendre un sacré coup sur le moral. De voir le design sur lequel il a tant travaillé utilisé dans une œuvre qu'il crédite pas. J'ai pas dit que je défends tous les designs, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Un élément qui peut être plus facile à juger pour les citoyens lambda que nous sommes, ce sont les brevets. Vous savez, quand vous brevetez une invention ou une idée, c'est pour vous approprier son exclusivité. Ça vous donne le droit de taper légalement sur ceux qui pourraient tenter de se faire du pognon avec. Les studios de jeux vidéo déposent des brevets. Bien entendu, ils en déposent pour les schémas de leur console. Pour le nom d'un jeu, on va aussi déposer la marque. Mais comme dit juste avant, on peut aussi breveter une idée ou un concept. Par exemple, Nintendo a déjà tenté de déposer des brevets par rapport à la physique, dans Breath of the Wild. Attendez. Regardez. Là, vous voyez? Ce Link sur une voiture et les lois physiques qui lui sont imposées. Par contre, attention, c'est pas juste n'importe quelle loi. C'est Link qui bouge à la même vitesse que la voiture plutôt qu'être juste posé dessus. Ouais, on essaye de breveter des lois physiques. Je sais. Donc peut-être pas une si bonne idée les brevets en fait. Un gros argument que je vois passer pour Palworld, c'est que Game Freak ne fait aucun effort pour innover ou même sortir des jeux dans un état acceptable. Les arbres les gars! Non mais sérieux! Les arbres! Palworld, lui, est disponible sur PC et offre enfin tout ce dont la communauté Pokémon rêvait. Je vais vraiment finir par croire que vous avez des problèmes, vous savez. Bon, après c'est vrai quoi. On a connu Pokémon quand on était enfant. Depuis on a grandi, et Pokémon n'a jamais évolué avec nous. Et aucun autre univers ne propose d'alternative. C'est fou ça! Non mais, stop. Soyons sérieux un instant. Le vrai problème, c'est que Pokémon n'est pas disponible ailleurs que dans l'environnement Nintendo. J'ai pas que ça à faire, moi, acheter une Switch pour chasser des souris. Et aucune alternative sérieuse n'existe dans ce style très distinctif de capture de monstres et de combat stratégique entre eux. Des Pokémon-like sur PC, c'est pas ce qui manque et vous avez des listes toutes prêtes qui vous les exposent. Et même, Palworld. Est-ce que c'est un Pokémon-like ? Je veux dire, c'est avant tout un jeu de survie à la Ark, non? Ça inclut juste en bonus des monstres de poche, mais ça reste un très mauvais Pokémon-like. Donc, pourquoi est-ce que des gens ont comme argument que Palworld va exploser Pokémon et faire se réveiller Game Freak? Mais je sais pas, moi. Je pars du principe qu'Internet est juste un endroit étrange où on aime tous gueuler à tour de rôle et s'insulter. Non? Je rappelle que lorsque Temtem est sorti, on a dit que ça allait tuer Pokémon. Du coup... Voilà, hein. Et point très important à relever, Pokémon est en galère d'un point de vue technique depuis son passage à la 3D. Est-ce que la licence se porte mal pour autant? Va juste falloir reconnaître qu'on est des pigeons les gars, ils nous tiennent par la nostalgie! C'est moche, je sais. Il nous reste le studio en lui-même, Pocket Pair. Et je sais. Il y en a parmi vous qui se fichent royalement de savoir si leur jeu a été développé par le mec le plus ignoble qui soit, bouffant des gamins au petit-déj et fouettant ses employés. Les timecodes sont là pour vous dans ce cas, parce qu'il y a tout de même des choses à dire sur Pocket Pair. Genre, ça déjà.
Oui, ce studio s'est déjà pas mal inspiré de jeux par le passé. Et non, il ne s'en cache pas vraiment. Qu'avec Craftopia, vous me dites que... Bah, tiens, c'est cool, on dirait Breath of the Wild et j'ai même l'impression de me balader sur la map de Genshin. Et maintenant, si je vous mets des images du prochain jeu du studio. Donc là, on replonge tête la première dans la discussion sur le plagiat, les références, tout ça, et c'est pas le but. Je voulais juste faire remarquer que c'était un peu leur marque de fabrique de reprendre des concepts qui plaisent, pour surfer sur les tendances et mettre toutes les chances de leur côté. Second point pertinent à relever, Craftopia est en Early Access. Depuis 2020. En vrai, c'est moi ou quand un jeu parvient enfin à sortir de son early, c'est jour de fête tant c'est pas habituel de nos jours. Car oui, l'Early Access, c'est un statut qui a bon dos pour justifier bugs et retards dans le dev d'un jeu. Quoi? On n'a pas ajouté d'option pour quitter le jeu sans avoir à Alt F4? Non, mais c'est normal, c'est de l'early! Tenez, un patch! J'imagine tellement les devs qui passaient leur temps à Alt F4 leur session de test et qui ont paniqué quand ils se sont rendus compte qu'ils avaient livré le jeu sans option propre. Bon, sinon, le jeu est jouable en l'état, donc si vous vous fichez qu'ils suivent le même pattern que Craftopia et ne sortent jamais de leur lit, c'est pas dramatique. Autre sujet qui peut faire grincer quelques dents, c'est l'intelligence artificielle. Notons bien qu'il n'y a aucune réelle preuve à ce sujet. Le studio a dit ne pas avoir eu recours à des IA. Mais forcément, quand ton PDG flex sur Twitter à propos du fait que l'IA marche trop bien pour créer des Pokémon... Ouais bon, c'est compliqué. Avec Palworld, Pocket Pair a fièrement annoncé que c'était le premier jeu pour lequel le studio avait fait ses propres assets. Pour ceux qui ne le savent pas, on peut acheter des assets faits par d'autres artistes et les utiliser dans ses propres jeux. Ce qui est totalement ok, c'est fait pour ça. Par contre, en faisant ça, vous obtenez un jeu sans réelle patte artistique. Tout se ressemble, les éléments ont pas vraiment de cohésion entre eux, et la plupart des gens ne sauront pas dire qu'un certain asset vient précisément de votre jeu. Je doute pas trop que les gars de chez Pocket aient fait les designs des pales. Là par contre, il y a encore beaucoup d'assets achetés. Je le répète, c'est ok. Ça démontre juste une certaine éthique si ça vous importe. En attendant, on ne peut pas le nier. Palworld a créé un petit phénomène dans la communauté gaming, et le jeu ne peut qu'être fun vu l'engouement qu'il engendre. Et est-ce que c'est pas le plus important venant d'un jeu? Qu'il soit fun. Pocket Pair savait clairement ce qu'ils faisaient en utilisant l'image de Pokémon pour proposer leur jeu. Les gens en avaient assez de voir Game Freak proposer si peu, et au milieu de ça, eux ont pris des éléments tendance en piochant dans différentes licences pour proposer une expérience divertissante. On peut pas sans cesse réinventer la roue. Ne pas innover pour chaque nouveau jeu, c'est totalement ok. Reprendre ce qui a fonctionné chez la concurrence, bien sûr que c'est une bonne idée quand tu veux vendre. Il y en a parmi vous qui se fichent de connaître le contexte de développement d'un jeu. Et 99% des joueurs n'enquêtent pas sur chaque studio avant de leur acheter quelque chose. Soyons réalistes. Donc c'est ok si vous passez un bon moment dans l'univers de Palworld. J'espère sincèrement pour vous que suite au succès du jeu, le studio embauchera plus de monde et retravaillera ses assets pour proposer une expérience plus unique et aboutie en développant son propre style. Ils se sont fait suffisamment d'argent pour. Je pense qu'on peut au moins attendre ça d'eux. D'autres parmi vous sont critiques quant au contexte, et c'est aussi ok bien entendu. L'univers des Pokémon-like est très riche. J'en ai utilisé quelques-uns pour illustrer cette vidéo, et vous retrouverez les jeux en description si vous voulez en tenter de nouveaux. Et pour ceux qui continuent à se ranger dans des camps, est-ce qu'on mériterait pas les deux? Attendre de Game Freak des jeux plus travaillés et innovants ne devrait pas être en opposition au fait de refuser l'éthique douteuse d'un studio. Ce qui peut à raison inquiéter, c'est que tout un tas de studios se disent que copier les autres et être à la limite de la légalité, c'est facile et ça rapporte, et cessent de chercher à atteindre une certaine qualité de développement. Mais bon, on achètera tous le prochain Pokémon, comme d'habitude.